Alors, Gary, tu es directeur général de la Maison Plein Cœur depuis à peine quelques années. Oui. Mais auparavant, tu avais d'autres fonctions. Oui, j'étais directeur du financement et des communications. OK. Oui, que j'ai pris la direction générale. J'ai pris la direction il y a 3 ans presque. OK. La Maison Plein Cœur, j'aimerais ça que pour le bénéfice de nos lecteurs, que tu nous expliques exactement en quoi ça consiste. Okay. Bien, on est une maison de soins et on est vraiment un organisme de service pour le VIH-Sida à Montréal. On est un des plus gros organismes communautaires au Québec pour le VIH-Sida. On aide environ 600 à 700 personnes par année. Principalement, les services qu'on a, la moitié de notre clientèle, c'est des femmes enceintes et leurs familles. C'est pas 350 femmes enceintes, là, c'est à peu près une centaine de naissances par année et les familles et leurs autres enfants qu'on supporte avant et après la naissance de leur enfant. On est en partenariat avec l'hôpital Sainte-Justine pour accompagner ces femmes-là pour être sûr qu'ils restent dans leur résidence et qu'ils donnent les bons soins puis qu'ils prennent leurs médicaments pour être sûr que le bébé vienne au monde séronégatif. Ça, puis on n'a pas eu de naissance séropositive de Sainte-Justine depuis des années et des années. Ça, c'est un de nos services. L'autre pourcentage de notre population, c'est plutôt des hommes gays ou des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est plus politically correct de dire ce terme-là maintenant. Et puis, les services qu'on a pour eux, c'est vraiment de l'entraide. C'est des projets de par des pairs pour aider vraiment être capable de passer outre la stigmatisation avec la maladie et le bien-être de la personne, parce que notre approche, c'est toujours revoir, c'est pas juste le VIH qu'on traite à Maison Plein Cœur. C'est la santé globale de la personne pour autant du côté psychologique que physique et leur environnement que la personne réside. Alors, les services qu'on a, c'est on a un service de massage pour réapproprier le toucher. C'est des massages de relaxation, c'est donné par des bénévoles. Et puis, en échange de la formation pour être masseur, ils ne sont pas massothérapeutes, c'est des masseurs qui donnent des massages de relaxation. Et ça, on a une vingtaine de bénévoles qui donnent des massages. On donne environ 700 massages par année. On a une résidence pour la réinsertion sociale. On est plusieurs maisons d'hébergement à Montréal. Nous, on est le dernier lieu où est-ce que les personnes résident avant de rentrer dans leur propre appartement. Alors, pendant 6 à 9 mois, on les réapproprie les outils qu'ils ont besoin pour vivre seuls en appartement. Fait que c'est vraiment un 6 à 9 mois. Et pour parfaire leur éducation, il y en a qui retournent aux études pour retourner sur le marché du travail, etc. Puis, on a le service d'aide domiciliaire qui est pour les femmes, mais aussi les hommes qui sont en perte d'autonomie temporaire, qui ont besoin d'aide à la maison pour rester dans leur propre environnement. Et on a l'accompagnement en voiture pour les rendez-vous médicaux et les banques alimentaires de Montréal. On fait environ 800 accompagnements annuellement pour ce service-là. Et puis, suite à ça, c'est à peu près les plus gros services qu'on a à Maison Plein Cœur. Si je comprends bien, vous êtes là pratiquement à chaque étape, par exemple, de la vie d'un homme qui est séropositif. Oui. Vous allez l'accompagner même jusqu'à la fin de sa vie aussi? Tout à fait. Tout à fait. L'accompagnement qu'on fait, on essaie de garder le monde dans leur propre environnement le plus longtemps possible. La vie n'est pas écourtée comme elle était antérieurement. On peut avoir une espérance de vie de la même manière que toute la population en général. C'est sûr que, moi je dis souvent, on ne traite plus le VIH, on traite les effets secondaires de la médication. C'est parce que les effets secondaires sont quand même là. On parle de perte cognitive, on parle de problèmes de cancer opportun, etc. Puis on les aide pendant ces périodes où est-ce qu'ils sont démobilisés à retrouver leur autonomie, mais de rester dans leur propre environnement. Parce que le pire, c'est de retrouver quelqu'un dans la rue. Le travail à faire est 10 fois plus grand. Tandis que si on est capable de le regarder dans leur milieu naturel, le travail il est presque garanti. Et dans le cas des gens qui ont le VIH, est-ce que vous constatez qu'il y a eu une évolution des mentalités depuis quelques années ou si c'est resté à un point stable?
c'est une très bonne question. Je trouve que c'est resté stable. Ça n'a pas augmenté. La connaissance n'a pas augmenté. La méfiance a augmenté un peu aussi. C'est avec la criminalisation que notre gouvernement actuel a entamé les procédures de criminalisation, qui dit que c'est une relation sexuelle, c'est juste une personne qui a l'odieux de le garantir que ça soit sécuritaire, tandis que nous, on prône que c'est une responsabilité mixte et non seulement que sur le dos de la personne qui a le VIH. Mais en prenant des médicaments et étant indétectable, parce qu'on peut prendre des médicaments qui en fait qu'on n'est pas détectable pour le VIH, alors les relations sexuelles sont sécuritaires, il n'y a aucun danger, etc. Mais la stigmatisation en fait que c'est encore problématique. Et il y a beaucoup, même dans le milieu gay, qui ne connaissent même pas c'est quoi le VIH. Moi-même, j'étais dans des sortes d'amis qu'on ne parlait jamais du VIH. Puis on avait un ami qui est en train de mourir du sida à côté de nous autres. Alors, ça existe encore. Puis l'éducation qu'on fait, on devrait commencer par les écoles, des éducations sexuelles, mais on n'a pas le droit d'en donner. C'est pour ça qu'on a Gris Montréal qui rentre dans les écoles de temps à autre pour donner de l'éducation sur la vie homosexuelle au moins. Mais on aimerait ça avoir des cours d'éducation sexuelle pour parler à plus large, pour la sécurité de la relation elle aussi, là, pour être en santé, pour avoir une bonne relation sexuelle qui n'est pas stigmatisante après. Souvent, dans la plupart des écoles, les cours d'éducation sexuelle, lorsqu'il y en a, sont souvent à la demande d'autorités extérieures à l'école, comme les parents, qui, pour diverses raisons, ne veulent pas se charger de faire l'éducation de leurs enfants. Mais encore là, on dirait que les professeurs de ces cours-là sont mal préparés et n'ont pas de façon d'intéresser vraiment, par exemple, les élèves. C'est drôle parce qu'on est une des seules provinces qui a une faculté de sexologie, à l'UQAM. Ça me surprend toujours de voir une province qui a la journaliste qui est titulaire de la chaire de sexologie au Québec et au Canada, qui n'ait pas plus de, si je peux utiliser le terme, pénétration dans nos écoles pour être capable d'offrir quelque chose qui est bâti et aisé à donner à nos enfants. Puis j'ai 3 enfants moi-même, j'ai fait l'éducation sexuelle avec eux, j'ai été commissaire dans une commission scolaire, mais encore chapeau à Gris Montréal ou à Gris Québec qui sont capables de rentrer dans les écoles à la demande du directeur, à la demande des parents, puis au moins offrir une démystification, c'est quoi l'homosexualité. Mais on devrait avoir la même chose sur la sexualité elle-même. Oui, c'est tout à fait vrai. Puis on outillerait nos enfants à avoir des relations sexuelles plus sécuritaires et peut-être plus intéressantes pour eux autres. C'est un fait. Souvent, il y a une forme de peur qui a l'air de s'installer, dans le sens que les parents se disent s'il y a des cours d'éducation sexuelle, il va être plus précoce sexuellement, les problèmes vont arriver plus vite. Mais c'est dans l'ignorance que les problèmes arrivent. Tout à fait. Si on regarde le nombre de transmissions d'ITSS ou de maladies sexuellement transmises dans les écoles, on a des enfants de 14-13 ans qui ont la chlamydia, qui ont la gonorrhée, qui commencent à être presque intraitables. La syphilis, on a tout ça. Je siège à la table des directeurs généraux de l'Agence de la santé de Montréal. Puis on voit les maladies à déclaration obligatoire sont en ressort avec la jeune population. Puis je me casse la tête à chaque fois pour comprendre pourquoi qu'on agit pas plus rapidement. C'est des choses que nos enfants n'auraient pas besoin de vivre. Mais c'est pas seulement que là, c'est l'éducation à tous les niveaux. C'est autant dans les bars gays qu'autant n'importe où, c'est autant problématique. Quand on a autant de relations sexuelles non protégées dans des établissements, c'est malheureux.
je trouve. Mais sauf que la médication en fait en soi qu'au moins, il y a une barrière à la transmission du VIH quand on est indétectable et on prend nos médicaments comme il faut. Mais je dis toujours, l'approche qu'on a, c'est une approche de santé globale. On ne traite pas juste le VIH avec nos usagers. On traite la santé globale, sexuelle et physique de la personne. Alors, c'est bien beau se protéger avec la médication du VIH, mais il y a toutes les autres TSS qui peuvent rentrer en ligne de compte. Si quelqu'un a le VIH et une syphilis en plus, c'est très dur à traiter, puis etc., etc. Fait qu'il y a une éducation, je pense, plus globale à donner qu'on fait à Maison Plein Cœur avec les soirées d'information ou les rencontres, les groupes de discussion, etc. Puis c'est par l'éducation qu'on va arriver à quelque chose. Et de quelle façon que les gens peuvent aider la Maison Plein Cœur? Bien, aider la Maison Plein Cœur, je vais vous donner juste un topo. Nous, on a 106 bénévoles à Maison Plein Cœur annuellement, qui nous donnent 20 000 heures de bénévolat par année. C'est l'équivalent de 10 employés. Ce bénévolat est la pierre angulaire. Pourquoi qu'on est encore ouvert aujourd'hui? Parce que nos subventions n'augmentent pas. Fait que, il y a sur plusieurs niveaux. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des compagnies maintenant qui offrent du bénévolat pour travailler soit un coup de pinceau, regarder les médias d'information qu'on a, etc. Mais la manière qu'on peut nous aider, c'est sûr que l'argent est intéressant à recevoir parce que ça nous offre la possibilité d'être innovateur dans les services qu'on donne. Parce que le financement public qu'on reçoit est dédié à un projet spécifique. On est dans une très belle position à Maison Plein Cœur. 40% de notre financement est privé. Alors, on peut développer et on innove. C'est sûr qu'on veut innover, puis on a une bâtisse à garder, on a les employés à payer, on a le café à payer, comme n'importe quelle entreprise ou organisme. C'est l'argent, c'est le bénévolat, ça serait les deux places où est-ce qu'on pourrait avoir de l'air.